Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct chaque jour sur Bismart à la mi-journée 12h30, 13h et le soir. La grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant 1 heure pour parler des marchés boursiers, on regarde évidemment ce qui se passe du côté des marchés obligataires. Et dès cette fin de semaine, les taux longs américains sont revenus se tendre au-delà de 1,60%. On était brièvement passé sous les 1,50 hier à l'occasion de la journée de la réunion du Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu ce mouvement de détente sur les taux qui n'aura pas duré donc très longtemps puisque on est revenu à 1,63 même sur le 10 ans américain au plus haut aujourd'hui. Vous commencez à connaître la mécanique. Quand les taux se tendent, les valeurs les plus richement valorisées souffrent. C'est le Nasdaq qui trinque encore un petit peu aujourd'hui, même si a priori ce sera une semaine de rebond dans son ensemble pour le grand indice des valeurs technologiques aux États-Unis. Est-ce que c'est le début d'un rattrapage ou est-ce que c'est juste un rebond de court terme, une respiration dans une tendance qui s'affirme de plus en plus baissière quand même sur le Nasdaq? On a vu une baisse de plus de 10% entre le pic de début février et la fin de semaine dernière. Le CAC 40 et les marchés européens, eux, continuent de tirer leur épingle du jeu grâce à des indices beaucoup plus value, beaucoup plus cycliques que les indices américains et que le Nasdaq en l'occurrence. Le CAC 40 termine même légèrement positif ce soir, proche des 6050 points en clôture. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès. Et puis toujours sur la partie américaine qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, on voit un moral des ménages américains qui est revenu sur ses niveaux de mars 2020, donc avant la pandémie. C'est ce que montre l'enquête publiée chaque mois par l'université du Michigan. Évidemment, de nouveaux chèques arrivent. Joe Biden promet un 4 juillet qui sera quasiment normal pour les Américains aux États-Unis et donc le moral remonte. On a vu donc cet indicateur du Michigan remonter à 83 points après 76,8 le mois précédent. Les perspectives s'améliorent de 7 points et le jugement des ménages américains sur la situation actuelle est également en progression de 5 points aujourd'hui. On parlera de ces sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis chaque vendredi soir, vous le savez, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est la leçon de trading. Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct, sera avec nous ce soir pour évoquer la mécanique boursière entre les indices et les valeurs qui composent les indices. Ce sera donc à partir de 19h15 en direct. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture des marchés boursiers en Europe, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture en très légère hausse ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien gagne 0,21% à 6046 points. Le CAC 40 qui reprend son souffle après le gain de plus de 4% inscrit sur la semaine. Ce qui a permis d'ailleurs au CAC 40 de passer d'un peu moins de 5800 points vendredi dernier à un peu plus donc de 6000 points ce soir. La pause sur le CAC 40 qui s'explique par la montée des rendements obligataires aux États-Unis également. Après l'accalmie hier, ceci évolue à nouveau à des niveaux élevés avec un taux à 10 ans qui évolue aux alentours des 1,63% ce soir, tandis que le taux à 30 ans est lui à 2,39%. Une flambée des rendements qui trouve son origine dans les craintes inflationnistes à la suite de la promulgation du plan de relance de 1900 milliards de dollars aux États-Unis toujours. Une fois celui-ci ratifié par Joe Biden, Janet Yellen a annoncé que les chèques de 1400 dollars pour les Américains les plus démunis partiraient dès ce week-end. Et les États-Unis toujours qui souhaitent également accélérer en termes de vaccination alors que Joe Biden a déclaré hier soir à la télévision que d'ici au 4 juillet, date de la fête nationale, les Américains pourraient retrouver une vie à peu près normale. En France, les perspectives sont différentes avec un gouvernement qui n'exclut pas de renforcer les mesures de restriction dans les prochains jours. Il n'en reste pas moins que, selon l'INSEE, l'économie française devrait rebondir au premier semestre. L'institution anticipe une croissance de 1%, ce qui correspond à 4% de moins qu'au premier semestre 2019. L'INSEE se veut en revanche plus optimiste pour le second semestre qui pourrait connaître une croissance de 5,5%, sous réserve évidemment d'un allègement des mesures de restriction à partir de la mi-avril.
En zone euro, la production industrielle ressort plus solide que prévu avec un rebond de 0,8% en janvier après avoir reculé de 0,1% au mois de décembre. Un niveau supérieur aux attentes des analystes. Et statistique toujours, mais aux États-Unis à présent, les prix à la production ont augmenté de 0,5% au mois de février. Un niveau conforme aux attentes des analystes sur un mois. La progression ressort en revanche à plus 2,8% sur un an, en lien notamment avec la progression des prix du gaz. Le moral des ménages aux États-Unis est lui au plus haut depuis le début de la crise sanitaire selon l'Université du Michigan. L'indice de confiance progresse à 83 points après 76,8 points au mois de février. Et du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris ce soir, les valeurs industrielles et les banques sont en tête de l'indice, tandis que les valeurs liées à la technologie reculent. Aux États-Unis, les technologiques sont délaissées également avec un Nasdaq en recul d'environ 1,5% à l'heure de la clôture parisienne. Du côté des actualités des valeurs aujourd'hui, on notera que EssilorLuxottica a annoncé ce matin dégager un bénéfice opérationnel de 450 millions d'euros en 2020, en recul par rapport à 2019 à cause de la crise sanitaire. Le lunetier qui anticipe un retour à des performances équivalentes à celles qu'il affichait avant la pandémie cette année, donc en 2021. Et EssilorLuxottica qui anticipe également au moins 300 millions d'euros de synergie de fusion en 2021, puis au moins 420 millions d'ici à fin 2023. EssilorLuxottica qui perd un peu plus de 1% ce soir. Renault a annoncé de son côté ce matin céder l'intégralité de sa participation dans Daimler pour 1,4 milliard d'euros dans le but d'accélérer le désendettement de sa division automobile. Une participation qui représente 1,54% du capital de Daimler. La cession s'est effectuée à 69,5 euros par action. Renault qui gagne 0,14% ce soir. Et on notera également que plusieurs offres sont parvenues à RTL Group, filiale de l'allemand Bertelsmann, pour sa participation de 48% dans le groupe M6. Parmi les candidats, on retrouve Vivendi, TF1, Daniel Kretinsky, Xavier Niel, mais aussi Altis ou Mediaset, selon le journal Les Échos. RTL Group a annoncé qu'une réunion pourrait se tenir très prochainement pour examiner toutes ces propositions. En attendant, M6 gagne environ 7% à la clôture de la Bourse de Paris ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, la séance sera globalement calme. On notera simplement la publication de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars. Côté valeur, Stellantis procédera au détachement des droits dans le cadre de l'attribution des actions Faurecia. Et enfin, on notera qu'en raison d'un passage à l'heure d'été avec quelques jours d'avance par rapport à l'Europe, Wall Street ouvrira ses portes à 14h30 heure française à partir de lundi et pour 2 semaines. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Taïeb nous accompagne, analyste gérant chez Sycomore Asset Management. Bonsoir et bienvenue Alexandre. Bonsoir Grégoire. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés également. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir, merci Grégoire. d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Natixis Wealth Management. Les taux, c'est évidemment le sujet forcément à la une avec un 10 ans américain qui est revenu déjà au-delà de 1,60% après une brève incursion sous 1,50 hier. Ça, ce sont les micro-mouvements du moment. Mais Alexandre, comment est-ce qu'on explique la persistance de ces tensions sur les taux, sur le marché obligataire alors qu'on est dans une séquence banque centrale et qu'on nous disait, c'était un peu le narratif des derniers jours, ça va se calmer, Christine Lagarde, Jérôme Powell vont d'une certaine manière siffler la fin de la récré. Il ne faut pas que ce mouvement aille trop vite, tout le monde en est convaincu. Force est de constater, vendredi 12 mars, on est au-delà de 1,60 toujours sur le 10 ans américain. Oui, plus que le niveau, c'est le mouvement qui impressionne et qui amène du stress sur le marché, notamment sur les valeurs de croissance. Mais ce qui justifie ça, le point principal, c'est l'anticipation d'une reprise forte des économies après cette année 2020 catastrophique, de récession, etc. La reprise va avec une certaine inflation. Le marché anticipe une inflation assez forte qui reviendrait suite à la reprise. Et donc, il y a une espèce de bataille entre le marché et la Fed, on va prendre les marchés américains, sur les anticipations de hausse de taux. C'était arrivé dans l'autre sens sur les baisses de taux à l'époque de Yellen, où en fait les dots de la Fed, donc les prévisions de chacun des banquiers centraux, ne montraient pas de baisse de taux et le marché militait pour des baisses de taux. Et finalement, on avait vu que la Fed avait
était pas loin de suivre le marché au final et avait fait des baisses de taux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la Fed va être en retard à se rendre compte qu'il y a beaucoup d'inflation et commencer à faire des hausses de taux graduellement? C'est le point d'interrogation. Moi, aujourd'hui, je pense que non. Je pense que c'est trop tôt, que le marché s'emballe un petit peu sur la reprise. Effectivement, il va y avoir de l'inflation, hein, mais Christine Lagarde l'a rappelé hier, ça va être dû essentiellement à des facteurs techniques et temporaires. Donc aux États-Unis, on peut citer, je sais pas, l'augmentation du prix des matières premières, c'est partout dans le monde, qui va avoir des effets sur le transport et d'autres secteurs, par exemple. Et ensuite, des facteurs techniques comme l'arrêt de la baisse de la TVA en Allemagne, qui va amener de l'inflation mécaniquement, mais qui n'est pas une inflation pérenne de reprise économique. Voilà. C'est compliqué à ce stade, Alexandre, d'imaginer au-delà des effets transitoires, parce qu'évidemment, comme vous dites, l'horizon qu'il faut avoir, c'est celui de au-delà. C'est difficile d'imaginer qu'il y ait une inflation résiduelle un peu plus élevée que le régime précédent. C'est quelque chose dont on n'est pas encore totalement convaincu aujourd'hui. C'est plus justifié aux États-Unis qu'en Europe, parce que l'inflation pérenne, disons, elle part d'une augmentation du revenu disponible des ménages. Ce que vous n'avez pas eu en Europe, entre 2020 et 2019, ce que vous avez eu de 4% environ en moyenne aux États-Unis, suite au chèque envoyé par Donald Trump et puis au futur chèque envoyé par Joe Biden. Donc ça, c'est une mécanique qui va continuer. Maintenant, cet argent, est-ce qu'il va aller dans la consommation ou est-ce qu'il va aller dans uniquement les biens de base et les marchés pour ceux qui n'ont pas besoin de cet argent? C'est là aussi une question qu'on peut se poser. Le premier plan de Trump avait amené 0,4 points d'inflation en plus, globalement. Le plan de soutien de Joe Biden devrait avoir à peu près le même effet. Je ne vais pas passer volet après volet, mais globalement, ce qu'il essaye de faire, c'est pour l'instant un plan de soutien pour maintenir la situation telle qu'elle est. C'est American Rescue Plan. Exactement. C'est bien de la rescue encore aujourd'hui. Donc c'est pas de la relance. La relance, on verra ce qu'il annonce sur le plan d'infrastructure pour l'été. Mais voilà, après c'est dans le discours. Il entretient cet espoir et cette anticipation de reprise à très court terme. On parle à horizon quelques mois. Et donc ça fait penser au marché que ça y est, on est reparti dans une croissance positive forte et une inflation qui suit, ce qui est logique. Oui, je comprends. Entre des marchés qui anticipent peut-être un peu trop vite des hausses de taux et une Fed qui reste quand même sur un discours ultra dovish, c'est-à-dire, évidemment, la Fed voit la reprise arriver. Ils ne sont pas aveugles et ils ont le meilleur staff économique au monde. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais dans la tonalité du discours de Jérôme Powell, on se demande s'il est prêt à prendre acte justement de cette reprise. Entre monter les taux, je ne sais pas, en 2022 ou 2023, comme price le marché, et continuer d'acheter 120 milliards par mois sans limite de temps, il y a quand même une situation que la Fed va devoir éclaircir à un moment. Est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui? Comme on explique le fait que Powell reste encore à ce point dans la retenue par rapport à ce que tout le monde voit venir quand même. C'est ce qu'on attend du discours. Soit il est plutôt bearish et il dit il y a pas mal d'obstacles à la reprise et je vois encore des risques, etc. Et donc je continue d'acheter et je serai là pour les 12-24 prochains mois. Soit il reste dans cette espèce de statu quo qui ne rassurera pas le marché et les taux continueront de monter. Il peut même passer à l'acte. Ce qu'on espérait déjà lors de la dernière réunion, c'était ce qu'on appelle l'opération Twist. Donc, on a pu le constater, les taux 2 ans aux États-Unis n'ont pas du tout monté. En revanche, les taux 10 ans sont montés très fort, une centaine de points de base assez vite. Donc, il peut se concentrer ses achats sur la partie longue de la courbe. Mais aujourd'hui, il n'a pas tellement d'intérêt à faire ça. Parce qu'une courbe très pentue, c'est aussi un soutien au système financier qui lui est assez confortable. Donc, sur le discours de la Fed dans 5 jours... C'est pas évident qu'il change de discours, vous dites là. Je pense qu'il va rester encore sur un statu quo, peut-être réinsister sur les points qu'il a déjà évoqués, mais qui ne suffisent pas à rassurer. Oui, les 10 millions de jobs qui sont encore perdus, etc. Mais bon, Yellen nous dit que l'année prochaine, on sera revenu au plein emploi aux États-Unis. Donc on sait bien que cette mécanique de recréation d'emplois, elle va se produire également. Juste pour finir avec vous, Alexandre, mais si la semaine prochaine, Jérôme Powell reste sur la ligne de communication qu'il a confirmée, réaffirmée au cours des 2 dernières semaines, ça veut dire que 1,60 c'est juste un point de passage pour le 10 ans américain. Oui, c'est un point de passage. Là où ça va être plus problématique, et peut-être que ce sera le pic au niveau du taux 10 ans, c'est le 1,90-2. Pourquoi 1,90-2 ? Parce que 1,90 déjà c'est le niveau des taux US pré-Covid. Oui. Et deuxièmement, parce que globalement le coût moyen
de l'endettement aux États-Unis sur les 10 dernières années, c'est 1,90. Donc aujourd'hui, à 1,60, les États-Unis se financent moins cher qu'en moyenne sur les 10 dernières années. À partir du moment où ça va commencer à tourner autour de 2, à dépasser les 2, là, l'État américain risque d'être un peu plus gêné aux entournures pour s'endetter, et donc pour continuer les plans d'aide, les plans de relance, etc. Et donc là, la Fed pourra venir en soutien de manière beaucoup plus incisive. Voilà. Mais donc, oui, effectivement, si c'est statu quo au niveau du discours de Powell dans 5 jours, c'est les taux, c'est la route pour 1,90. J'avais des économistes en début d'année qui me donnaient leurs objectifs sur le 10 ans. Il y en avait un qui me disait 1,70. D'ailleurs, je le cite, c'était l'économiste de Natixis, Jean-François Robin, directeur de la recherche marché de Natixis, qui disait 1,70. Il est revenu il y a 2 jours, Jean-François. Je lui dis 1,70, c'est presque conservateur maintenant comme objectif. Comment vous regardez cette situation de marché, Jean-Jacques? Voilà, on est focalisé au quotidien sur les taux. Est-ce que c'est là qu'il faut regarder? Est-ce qu'on a raison d'être focalisé là-dessus? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme développement sur ce marché obligataire et les conséquences pour les investisseurs globaux et pour les investisseurs actions également? Alexandre l'a dit d'un mot, mais il faut y revenir. On voit bien qu'il y a toute une partie du marché actions et une partie conséquente, si on parle du Nasdaq, des GAFAM, des stars de la tech et de la croissance, qui souffrent et qui continuent de souffrir aujourd'hui. Qui souffre, mais il faut voir que ce n'est pas le détricotage quand même complet du mouvement de polarisation qu'on avait lorsque le marché a rebondi, où il y avait les valeurs croissance qui sont sorties vers le haut de leur range, qui ont été extraordinaires, et le reste était complètement à la cave. Là, il y a un rattrapage de ces valeurs-là, et une espèce de consolidation à plat quand même de ces valeurs de croissance, et ce qui donne quand même un marché haussier. Powell, moi je trouve que sa parole n'est pas du tout décrédibilisée, parce que pour être crédible, il ne faut pas parler tout le temps. Et là, finalement, ce qui était intéressant, c'est que le marché a géré pour lui finalement la remontée des taux. Et cette remontée des taux arrive à un très bon moment. C'est au moment où tout le momentum de révision économique se met en place. Donc dans ce cas-là, on n'est pas en risque, quoi. C'est-à-dire que la montée des taux, et je souscris aux 2% aussi, parce que souvent les mouvements, l'amplitude de mouvement, quand on parle de 50 centimes, nous amènera à ce fameux 2, qui est aussi au niveau pré-Covid, etc. Donc finalement, ça arrive à un moment extrêmement favorable. On part d'un niveau bas. Il y a un moment donné où l'amélioration économique se fait et le marché l'encaisse très bien et se dit on comprend bien, il y a une forme de normalisation. Et je suis sûr qu'au moment où ça sera nécessaire, bien sûr que les banques centrales ont des réserves à travers le twist obligataire, à travers un yield de contrôle de la courbe. Donc il y a tous ces moyens-là qui seront encore à disposition si besoin. Et le niveau, c'est plutôt 2. Donc la semaine prochaine, il peut parler. C'était peut-être une semaine un peu dangereuse parce qu'on savait que pendant 10 jours, finalement, il n'y aurait pas de prise de parole de la Fed. Donc s'il y avait eu une inquiétude, ça aurait été maintenant. Et finalement, sans avoir tellement à parler, ça a fonctionné. Son objectif, c'est pas que les valeurs de croissance montent mieux que les non. Donc là, pour l'instant, tout mais va bien. Vous dites, parce que quand on parle des banquiers centraux, on sait qu'il y a des moments de communication qui sont parfois un peu compliqués, où on joue sur des ambiguïtés, un double discours, c'est license to lie, parfois de temps en temps. Ils ont le permis de mentir de temps en temps. Si vous m'avez compris que je n'ai pas été clair. Oui, c'est ça. Secrètement, au fond de lui, vous dites, Jérôme Powell, il est assez content de voir la manière dont les choses se passent. Et puis c'est pas le moment pour lui d'intervenir, quoi. Sinon, à un moment donné, cette remontée des taux, il n'y avait pas de meilleur moment, de meilleure fenêtre pour qu'elle soit effectuée, quoi. Et trop tarder à intervenir, c'est pas prendre le risque de laisser se libérer des forces de marché qui seraient compliquées à rattraper ensuite, au moment où l'inflation sera à 3-4%, parce que ça va arriver, tout le monde le sait, ce sera mécanique, c'est écrit sur les murs. C'est mécanique. Alors ça, on n'a pas encore vu ce mouvement-là sur l'inflation. On ne sait pas. C'est-à-dire que, parce que ce qui se passe quand même, tout vient quand même de la création monétaire extraordinaire qu'il y a eu. Et théoriquement, c'est vrai que cette création monétaire, c'est inflationniste. Alors, en 2008, ça n'a pas du tout été inflationniste. Là, il y a des différences, et une des différences, c'est l'hélicoptère monnaie, bien sûr. Et on a vu que même l'hélicoptère monnaie, les gens ne consommaient pas tant que ça, et que y en a qui... Parce que les économies sont fermées, Jean-Jacques. Alors, c'était pas le Texas a ouvert, les services vont rouvrir aux États-Unis. C'est vrai. Alors, on sait même en Europe qu'il y aura... ça se précipitera, et d'ailleurs, les gens jouent un peu des secteurs de conso pour ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi le fait que des ménages n'ont pas tellement les moyens, et donc on profite pour des biens de première nécessité, et ça, c'est pas inflationniste.
d'autres en profitent pour rembourser des emprunts précédents. Certes. Et il y a une partie, et puis même si vous avez de l'argent, voilà, vous n'avez pas, je dis toujours le même exemple, vous n'avez pas acheté 10 frigos et 15 voitures quand même. Donc voilà, on sait que la consommation va redémarrer. Sur le cercle inflationniste, non seulement il y a l'histoire du taux de chômage qui est en réalité plus proche de 10 que du chiffre officiel un peu au-dessus de 6, mais il y a un autre élément, je trouve, parce qu'on pourrait presque faire une colonne avec tous les éléments sur la digitalisation, sur la mondialisation, etc., qui pèsent vraiment sur... Mais je pense qu'il y a un élément nouveau et qui va perdurer et qui empêche finalement cette spirale inflationniste, c'est vraiment le travail à distance. Et si on prend l'exemple des GAFA, qui est très symbolique pour moi, c'est le fait que les boîtes de la Silicon Valley embauchent aujourd'hui des personnes dans d'autres États qu'elles payent moitié prix, parce qu'elles n'ont pas besoin de les payer ce même niveau par rapport au prix de l'immobilier. Donc je pense qu'il y a une hausse de la productivité en place, et que c'est un élément qui limite finalement ce cercle inflationniste. Donc sur l'inflation, alors que je trouvais les économistes extrêmement différenciés, qui se battaient vraiment, et que nous, on se disait, on ne sait pas choisir, mais on se dit que finalement, cette création monétaire, ça va surtout faire de l'inflation des prix et des stocks, d'où le fait qu'on était plutôt positif sur les marchés. Aujourd'hui, je crois que les gens considèrent quand même qu'on aura plutôt une courbe en cloche, et qu'il va y avoir une hausse des prix, et derrière, je souscris que apparemment, pas de spirale inflationniste se mettrait en place quand même. Et vous dites quand on verra le pic de cette bosse d'inflation à venir dans les prochains mois, le marché reprendra son calme. Alors le marché reprendra son calme. Oui. Et donc ça veut dire que, si on le traduit, mais je prends peut-être d'avance, c'est-à-dire qu'on voit une forme de rattrapage quand même encore sur certains secteurs cycliques et autres qu'on essaye de capter, en pensant qu'à un moment donné, les grands thèmes reprendront d'ici quelques mois. La question, alors je prends le Nasdaq comme symbole des grands thèmes, des méga tendances, mais c'est aussi les valeurs vertes, bien sûr, enfin toutes ces valeurs de croissance richement valorisées. C'est un Nasdaq qui corrige de 10% et plus, avec des valeurs qui ont perdu 15-20%, des grosses parfois, Apple a perdu plus de 15% sur cette phase de correction. Est-ce que c'est déjà, dans des perspectives, des horizons de temps de moyen-long terme, est-ce que c'est déjà des occasions de... C'est un peu tôt, mais on pense qu'une bonne moitié du chemin a été faite, quoi. Une bonne moitié du chemin a été faite, et que c'est cette convergence vers 2 qui donnera peut-être à ce moment-là cette idée de rotation. Alors après, c'est assez difficile de dire, est-ce que ces rotations se feraient dans un marché qui serait cher, c'est-à-dire qu'elles résisteraient mieux à une baisse éventuelle? Ça, on n'en a pas du tout encore l'idée, l'histoire n'est pas écrite. Mais on pense qu'il y a cette phase de rattrapage là logique, et qu'ensuite, parce que pendant ce temps-là, les résultats de ces... En fait, ce qui se passait, c'était qu'ils ont vraiment une tendance comme ça. Alors, ils sont sortis vers le haut du range, ça se rééquilibre un peu, mais ils réintègrent quand même leur tendance de long terme, qui reste favorable malgré tout. Je comprends. On voit, nous, il y avait vraiment un mot, c'était le mot de rattrapage sur plein de valeurs, mais on est même surpris du fait qu'on retrouve finalement les cours parfois qu'on avait avant le Covid, comme on imagine sur les taux, alors que la baisse du PIB européen, c'était moins 8, ça fera plus 4 de croissance, c'est-à-dire que sur plein de secteurs... On n'y sera pas. Bien sûr, on n'y sera pas du tout. Les gens raisonnent en momentum, et nous aussi, on est forcé de raisonner en momentum, mais il y a quand même cet élément-là. Donc on pense que ce qui compte in fine, c'est l'accroissement des BPA, et ça reviendra sur ces thèmes de croissance. Une contre-rotation. Après la rotation cyclique sectorielle, il y aura un moment de contre-rotation. Alexandre, je vous vois acquiescer. Moi, je reste quand même sur le moment présent. Si on considère que les taux peuvent aller à 2% en absence d'une intervention spectaculaire de Jérôme Powell la semaine prochaine, qu'est-ce qui peut se passer entre-temps sur le Nasdaq, qui a déjà perdu 10%? Est-ce que ça veut dire forcément 10% de baisse supplémentaire? Pas forcément. Est-ce qu'un Nasdaq qui perdrait encore 10%, est-ce que ça deviendrait un poids tellement lourd pour le marché que c'est le marché dans son ensemble qui se mettrait à baisser? Qu'est-ce qu'on peut imaginer de ce point de vue-là? Le dernier point, c'est une bonne question. Je ne sais pas si on peut l'imaginer que juste le Nasdaq tire tout le marché vers le bas. En revanche, si les taux continuent de monter trop vite, et qu'en plus, on a moins d'espoir sur la reprise pour X ou Y raison, un variant, ce que vous voulez. Là, vous nous faites le scénario catastrophe. Alors, les taux qui continuent d'accélérer à la hausse, plus des mauvaises nouvelles sur la pandémie. Voilà. Là c'est sell-off pour tout le monde. Après, oui, le Nasdaq peut continuer de baisser un peu, parce qu'on a quand même... en fait, dans le Nasdaq, il y a les GAFA, très bien, qui ont continué de progresser pendant 2020, qui ont fait une super année, etc. Et puis, il y a la non-profitable tech. Donc ceux qui sortent des résultats plutôt négatifs, qui sont toujours là et qui ont des super valorisations parce qu'ils ont un potentiel de croissance incroyable. Ça, aujourd'hui, on le valorise moins. Les PE de 200, 300, c'était obligé de se dégonfler un peu. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc typiquement, c'est celles qui
prendront le plus cher quand les taux continueront de monter. Donc c'est celle qu'il faut plutôt éviter. Après, sur la tech qui est profitable, mais qui est chère, structurellement, elle va être encore plus chère. Je pense que à long terme, stratégiquement, il faut rester sur ces valeurs. Voilà. Donc après, évidemment, celles qui ont du potentiel, bon déjà, en général, pour la plupart, ceux qui y étaient ont fait une belle performance dessus, donc il est peut-être temps de prendre les bénéfices, ou ce qu'il en reste. Mais non, mais dans des horizons de temps d'investisseurs de long terme, vous dites, il n'y a pas de débat sur la pertinence d'en avoir, d'en remettre peut-être demain. Oui, c'est ce qui dirige le marché. Enfin, le sens de l'histoire, c'est la tech, on l'a dit, avec de plus en plus de télétravail, une productivité qui augmente, et les valeurs environnementales, le solaire, l'éolien, toutes ces valeurs-là qui ont fortement baissé. Parce que si on se cantonne à l'Europe, effectivement, c'est du moins 15, mais il y a eu aussi du moins 30 et du moins 40 aux États-Unis bien ou sûr. en Chine. Donc aujourd'hui, on peut commencer à retrouver des points d'entrée sur ce type de valeur. Si on revient alors sur la partie taux, pour dire un mot de l'Europe quand même, parce que c'est vrai que c'était la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, est-ce qu'on peut concevoir, Alexandre, un découplage entre la dynamique du marché obligataire américain et la dynamique du marché obligataire européen, des taux américains qui pourraient continuer de remonter dans une certaine mesure, c'est le scénario qu'on est en train de décrire, et à l'inverse des taux européens qui ne suivraient pas totalement, en tout cas, le mouvement des taux américains. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. La vitesse du mouvement qu'on a vu aux États-Unis n'est pas du tout celui qu'on a vu sur le taux allemand, par exemple. Le taux 10 ans allemand, il a pris 25 points de base, globalement, depuis ce fameux mouvement de 200 points de base sur les taux américains. Donc, on a déjà un peu ce découplage. Mais c'est logique dans le sens où la reprise américaine est beaucoup plus forte que la reprise européenne, enfin sera beaucoup plus forte que la reprise européenne. Les plans de relance vont beaucoup plus vite pour être votés et les chèques beaucoup plus vite être distribués. Donc les Américains avancent plus vite globalement. Et sortiront plus vite de la pandémie. Enfin, n'oublions pas quand même cet aspect-là qui reste un aspect primordial. Tout à fait. La vaccination va aussi beaucoup plus vite aux États-Unis. 4 juillet, normal. Voilà. Donc ils sortiront. Bon, nous en France, on dit mi-avril quasi normal. Bon, on y croit moins. Ah bon ? On y croit moins. Ah oui, non, effectivement. On y croit moins. Mais non, aux États-Unis, ça ira beaucoup plus vite, c'est certain. Et ensuite, il y a deux choses. C'est, on l'a dit, Powell qui est plutôt sur le statu quo, alors que Christine Lagarde a plutôt réaffirmé qu'elle était là. Elle a dit deux choses. La première, c'était l'inflation, on en a parlé, qu'il y avait des facteurs temporaires et techniques. Et la seconde, c'est j'interviendrai modulo la façon dont je juge les conditions de financement. Traduction, vous ne verrez pas un taux réel positif sur les 2 prochaines années. Donc, si elle n'a pas besoin d'utiliser toute l'enveloppe, elle l'a dit, elle fera moins. Il y a fort à parier qu'elle aura besoin d'utiliser toute l'enveloppe, si ce n'est plus. Donc elle fera plus. Voilà. On a une banque centrale européenne qui, à mon avis, même si dans le discours est moins incisive que quand il y avait Draghi à l'époque, est quand même toujours là, toujours en soutien, alors que la Fed laisse un peu couler pour toutes les opportunités. Bien sûr. Sur la BCE, Jean-Jacques, bon, c'est les petites questions de geek sur le sujet, mais est-ce que c'est gênant de voir Christine Lagarde effectivement réaffirmer qu'ils sont là et que l'enveloppe peut être flexible ? Le programme d'achat d'urgence pandémique, 1850 milliards, je rappelle. 1900, à peu près la moitié. 1900. Est-ce qu'elle est crédible ? Parce que quand on regarde, le problème c'est que il y a ce qu'elle dit, Christine Lagarde, et il y a ce qu'on voit aussi en montant d'achat. C'est-à-dire qu'en moyenne, ils sont autour de 13-15 milliards par semaine depuis le début de l'année, et il n'y a pas d'accélération notable. Chaque semaine, on a le bilan des achats hebdomadaires de la Banque Centrale Européenne. Ils répètent qu'ils sont là et qu'ils vont utiliser la flexibilité, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. C'est vrai que ça... Est-ce qu'ils sont confortables avec le mouvement de remontée des taux en Europe ? Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre alors ? Sans doute, oui, parce que il n'impacte pas réellement l'économie. C'est-à-dire qu'on voit que par rapport aux objectifs, la cible, c'est un retour du Bund autour de 0 peut-être. Donc je crois qu'ils sont assez confortables avec ça. C'est vrai que ça surprenait un petit peu, et le discours d'hier, parce qu'on se demandait est-ce qu'il y a des dissensions, parce que c'est vrai qu'on a l'impression peut-être d'une prise de décision qui est peut-être plus collégiale, et qu'en temps de crise, par rapport à l'époque Draghi, il peut peut-être y avoir des décisions peut-être moins tranchées, etc. Mais là, on n'est pas dans ce phénomène-là, finalement. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ça discute davantage, mais in fine, le discours de cette semaine a quand même conforté le fait que pour un trimestre au moins, c'est vrai que c'est un peu une surprise, parce qu'on a l'impression que ça pouvait être, que ça n'avait pas à se décider
mois par mois ou trimestre par trimestre. Mais au moins, ça a été dit. Et donc, oui, il y aura les achats nécessaires pour le faire. C'est logique, hein, on n'est pas du tout... et finalement, le paradoxe, vous disiez que... Et c'est vrai, nous aussi, on disait que quand même, à un moment donné, le marché allait pricer le fait qu'aux États-Unis, par exemple, la campagne de vaccination était beaucoup plus rapide. Finalement, le marché ne différencie même pas ça, alors qu'à un moment donné, on avait cette idée-là, en disant que ça pouvait être différencié. Non, ce qui compte, c'est la structure sectorielle, finalement, des indices. Et en Europe, il y a le fait que les taux montent moins. C'est des secteurs qui se payent pas cher, voilà, c'est intéressant. Et malgré tout, le plan Biden fait que ça profite un peu à toutes les économies. Donc l'Europe, ponctuellement, a une petite surperformance. Hein. On se gosse vite d'un CAC super au Nasdaq, mais voilà, faut le dire vite. Hein, ouais. On en profite parce que ça n'arrive jamais. C'est pour ça qu'on met un peu d'emphase sur ce genre de séquence. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on en profite vraiment? Parce que il faut intégrer quand même la performance du dollar. Le dollar qui est orienté à la hausse face à un ensemble de devises, face à l'euro depuis plusieurs semaines maintenant. Enfin, depuis le début de l'année, on était à 1,23, on est à moins de 1,20 aujourd'hui. C'est vrai que pour l'investisseur européen qui investit, est-ce qu'il n'est pas mieux finalement de continuer à investir sur le marché américain plutôt qu'en Europe? Là, ce qu'on pense, c'est que pendant quelques temps, la composition sectorielle va profiter plutôt, voilà. Et après, il nous semble que si on doit jouer justement des tendances de long terme, etc. D'ailleurs, le marché chinois, qui peut être aussi technologique, souffre aussi un peu à l'image du Nasdaq. Et peut-être qu'une des manières de revenir sur le marché, c'est aussi peut-être de se ressensibiliser au marché asiatique, au marché chinois peut-être, qui paraissent au moins avoir les mêmes perspectives de croissance et peut-être à un prix moindre que le Nasdaq. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que le marché chinois, lui aussi, a perdu plus de 10%, 10-15% peut-être même, des grosses valeurs technologiques qui baissent fortement. Aujourd'hui, Tencent a dû perdre 6-7%. C'est encore plus. Comment on l'explique? C'est quoi? Les marchés globaux qui fonctionnent sur le même tempo, ou est-ce qu'il y a des spécificités sur le marché chinois? Il y a peut-être la spécificité des émergents où beaucoup d'endettements sont malgré tout quand même en dollars. Voilà. Et donc cet endettement en dollars pèse davantage. Donc le marché obligataire finalement émergent souffre davantage. Et ce sont aussi des valeurs technologiques de croissance. Et donc elles subissent un peu le même sort. Alors que là, on se dit, parce qu'aux États-Unis, il y a quand même des paris gigantesques. Ce plan, on ne sait pas ce que ça peut donner quand même. Ça peut être plus un plan d'infrastructure derrière, alors qu'on a l'impression que sur les marchés chinois, notamment, il y a quelque chose d'un peu plus cadré. Ils n'ont pas tellement besoin de plus d'argent. Il y a plus de rigueur dans la politique économique et budgétaire et monétaire aujourd'hui en Chine qu'aux États-Unis. Donc ça paraît peut-être que le phénomène, c'est jouer, peut-être être plutôt surexposé sur les marchés européens pendant quelques semaines, quelques mois, pour profiter de ça. Et ensuite, dans les tendances de long terme, c'est peut-être au moins autant les émergents que le marché américain a joué, pour nous. Sur le dollar, qu'est-ce que vous dites, messieurs? Alexandre, alors bon, en début d'année, c'était le consensus, on disait baissier dollar. Comme généralement, le consensus est fait pour être pris à revers. Et là, c'est sur le dollar que le consensus s'est fait prendre à revers. Mais comment vous expliquez que le dollar n'est pas décroché jusqu'à présent? Et est-ce qu'il faut quand même garder cette idée en tête qu'à un moment, le dollar va baisser? Ils ont émis, le Trésor américain a émis 120 milliards sur la semaine, ils vont émettre plus de 400 milliards sur le mois de mars. C'est la totalité de l'encours obligataire d'un pays comme les Pays-Bas, par exemple. Le mois de juin sera un mois d'émissions spectaculaires également. Bref, le rythme de l'endettement américain ne va pas baisser. Est-ce qu'à un moment, il y a toujours l'idée d'un décrochage du dollar devant nous? Je pense qu'il va falloir, pour Biden notamment. Ça marche dans le même sens que les taux. C'est-à-dire qu'une Fed qui paraît, même si elle ne l'est pas, plus conservatrice, forcément, ça vient augmenter le dollar. Donc, moi je reste sur le consensus de début d'année, plutôt que ces dollars, parce que quand on voit l'accroissement des déficits et les plans de relance qui vont être annoncés, qui seront de toute façon plus forts qu'en Europe, on va quand même on devrait avoir à nouveau une baisse du dollar. Maintenant, à court terme, le mouvement peut effectivement continuer. Après, ça dépend contre quelle devise on regarde. À chaque fois, c'est toujours pareil. Bien sûr, c'est un jeu relatif. Il y a aussi des devises émergentes qui baissent. Il y a des craintes sur le Brésil qui souffre beaucoup de la crise Covid encore maintenant. Donc, par exemple, par rapport au réal brésilien, il y a le double effet de hausse du dollar et de baisse du réal. Voilà. Donc, oui, à court terme, je pense que le dollar peut continuer de monter. Je n'ai pas de point précis en tête. Mais voilà, tant que la Fed ne dit pas je remets au pot ou je vais remettre au pot, le dollar va continuer de monter. Et ensuite, à plus long terme, je vois quand même, si vous me demandiez à la fin de l'année où est-ce que sera le dollar, il sera probablement plus bas que ce qu'il est aujourd'hui. Je comprends. Ça nous ramène à la Fed à chaque fois, mais
qu'est-ce qui va faire bouger la Réserve fédérale américaine? C'est-à-dire que plus elle attend, plus la reprise va arriver et elle va remettre au pot, comme vous dites, au moment où la reprise va commencer vraiment à décoller? Non, au contraire. Je vois Jean-Jacques qui dit oui. C'est ça qui est extraordinaire. Non, mais enfin, c'est presque inconcevable, on se dit. Mais c'est pour ça qu'on parlait de fenêtre à court terme, c'est-à-dire que, mais on pourrait presque dire la même chose de la politique budgétaire. Il n'y aurait pas besoin, c'est un pari quand même important, il n'y aurait pas besoin sur le papier forcément d'une telle relance budgétaire malgré tout, qu'un aspect social et puis un aspect voilà. Mais c'est vrai que parce que c'est un gros paquebot et qu'une fois que le cap a été lancé, même s'il y a des chiffres économiques très puissants, etc., ils modifieront le cap lentement et donc il peut y avoir finalement une politique monétaire toujours soutenue. Ça sera peut-être pas 3 ans, ça sera 2 ans, mais avec malgré tout une relance budgétaire, un effet de base assez incroyable. Donc c'est pour ça que les gens étaient peut-être plus à l'aise à court terme qu'à moyen terme en se disant on voit une fenêtre sur quelques mois. Après, c'est plus incertain, oui. J'ai vu là, alors, tout le monde remonte ses prévisions sur la croissance américaine. Morgan Stanley, a priori, c'est ceux que j'ai vus comme étant les plus agressifs. Ils voient plus de 8% de croissance cette année aux États-Unis, enfin du Q4 2020, Q4 2021, avec un output gap, donc le comblement de la perte de richesse qui se ferait dès la fin de ce trimestre. C'est-à-dire qu'on aurait une Fed qui serait obligée peut-être à un moment, vous le disiez, d'intervenir parce que le marché obligataire aurait trop corrigé ou corrigerait trop vite. Donc pour des questions de fonctionnement du marché obligataire, alors que l'économie américaine, peut-être que dans quelques semaines maintenant, elle aura déjà récupéré son niveau de richesse d'avant-crise. Oui, c'est... Non, mais je le répète parce que je trouve que c'est quand même... c'est incroyable. Je pense que les banques centrales préfèrent pêcher par excès de surchauffe aujourd'hui que par excès de prudence. Ouais. Donc après, on est quand même tous bien certains de la reprise économique américaine. Il peut y avoir des obstacles. Quand Yellen dit on sera au plein emploi à la fin de l'année, c'est divisé par 2 le taux de chômage actuel. Et il faut voir la qualité de l'emploi américain. Il y a beaucoup de jobs partiels, à temps partiel, de faible qualité, qui rapportent de très faibles revenus, on cumule plusieurs emplois, etc. Donc, il faut voir aussi... Ouais. C'est pour ça que je pense que le point central de cette année, c'est vraiment le plan d'infrastructure de Biden. Parce que ça, c'est censé créer de l'emploi, pour le coup. Donc, s'il dépense beaucoup et bien, on peut arriver effectivement à une reprise très très forte aux États-Unis. Et je pense que c'est ça qui, en partie en tout cas, qui entretient l'espoir d'une reprise forte. Puis après, le fait que la Fed soit en recul aujourd'hui, peut-être tout simplement qu'elle se garde des marges de manœuvre pour des moments plus difficiles, ce qui est... Oui, il y a du risk management aussi dans la position de la Réserve fédérale américaine aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Le plan d'infrastructure, enfin, le marché est déjà en train d'escompter le plan d'infrastructure dont on n'a absolument rien entendu encore. On entend certains montants qui sont absolument colossaux. Oui. Moi j'ai entendu 1500 et 4000 moi j'ai entendu milliards. 3 000 milliards maintenant. Voilà, donc, record à battre. Je ne sais même pas d'où ça vient, à quoi ça correspond. Ce qui amènerait, si on met tout ça bout à bout, plus de 20% de PIB entre le plan Biden et les plans précédents de Trump. Donc c'est vrai que c'est stupéfiant, c'est vrai. Mais alors il y en a besoin et c'est vrai que ça paraît plus utile. Là je pense qu'il y a un volet social important dans le plan de M. Biden, notamment vis-à-vis d'une politique familiale, etc., qui a été mis en avant. Et derrière, il y a ce plan qui reste en tête. Mais c'est vrai que c'est des paris importants. Ça peut déraper sur les taux, ça peut déraper aussi sur le fait que ce plan-là n'engendrerait pas le rebond de croissance attendu. Si demain, alors les Américains, ils ont une velléité de consommer qui paraît forte, mais si demain c'était... Il y a aussi interrogation sur la manière dont ils vont dépenser leur épargne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Si demain il y avait une incertitude, alors a priori, il y a, si on prend l'exemple des déconfinements précédents, il y a une espèce de volonté de consommer extrêmement forte, donc il peut y avoir un premier, mais ça peut caler aussi. Enfin, c'est des paris importants qui sont faits quand même par l'administration américaine. Bon, concrètement, en termes de gestion, alors Jean-Jacques, comment on se positionne? Vous nous avez apporté quelques éléments tout à l'heure, mais même sectoriellement sur la partie, la partie cyclique
à quoi ça correspond concrètement? La partie croissance, évidemment, on la garde au chaud pour l'instant, c'est ce que je comprenais. Et puis, il y a quand même aussi des secteurs qui font rien. Le secteur de la santé, le secteur des télécoms. Est-ce que c'est des secteurs qui ont, je ne sais pas, qui, une fois qu'on aura tout acheté, est-ce qu'on va acheter aussi ce genre de secteur? Santé, ça a fait et on en est sorti justement. D'accord. Donc nous, on pense que c'est un peu tard et c'est pas les secteurs qu'on... Alors, on est de nature croissance et on a vraiment fait cette rotation, mais on n'a pas été chercher les dernières banques, les banques les plus spéculatives, etc. Donc on pense que c'est peut-être un peu tard là-dessus. Par contre, par rapport à des dossiers sur la construction notamment, on trouve ça intéressant, sur la chimie, sur l'automobile toujours, même des dossiers très en amont, par exemple, on joue depuis plusieurs mois déjà un rebond sur l'hôtellerie, le transport. Donc ça nous semble des dossiers intéressants. Sur les mid-cap cycliques aussi, c'est des choses qu'on pense encore rentrer. Bon, sur des valeurs pétrolières, sur des valeurs bancaires, ça nous semble un peu tard. Mais il me semble que ce mouvement-là, on va garder ses pauses encore pendant quelques mois sur ces secteurs-là, parce qu'il y a cette phase de rattrapage qui est liée à la remontée des taux, qui nous semble encore écrite pour l'instant. Oui, je comprends. L'équilibre du portefeuille idéal, là, pour vous aujourd'hui, Alexandre, je ne sais pas comment vous mettez le curseur. Le premier point, c'est quand même d'être long action. Dans un environnement d'augmentation des taux, voilà. Si vous avez un portefeuille prudent avec une forte poche obligataire, évitez la duration longue. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on voit que le marché action, de toute façon, continue de progresser. Ensuite, je pense que la deuxième étape, c'est de diversifier son portefeuille quand on a été, parce qu'on a tous été très long des valeurs de croissance quand même pendant un certain bout de temps. Bien sûr. Donc effectivement, il faut diversifier. Jean-Jacques l'a très bien dit, il y a plein de secteurs qui peuvent bénéficier encore d'un rattrapage. Alors je suis totalement d'accord pour dire que sur les banques et les pétrolières, c'est peut-être un peu tard. D'autant plus sur les banques. Il me semble que c'est BNP qui est à 10% de ses plus hauts historiques quand même, qui n'est pas du tout dans une situation à la bulle de 2007. Donc voilà, le rattrapage est peut-être fini sur certains secteurs. En revanche, à court terme, de jouer cette reprise effectivement automobile, mais même transport autoroutier, tourisme, mais même tourisme local, parce que le tourisme local va d'abord reprendre avant le tourisme international, donc d'aller jouer ce genre de choses, c'est intéressant. Et puis à plus long terme, je pense qu'aujourd'hui, être contrariant, c'est d'aller chercher de la croissance. Et oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et à mon avis, c'est la bonne idée, c'est d'aller chercher de la croissance qui soit a fortement baissé là récemment, soit est encore à un prix raisonnable parce qu'elle va devenir chère. Et on parlait de comment chacun va dépenser son argent, mais il faut aussi voir si ça se met dans la consommation de vêtements, de biens manufacturés, etc. De quelle façon ça se met. Un exemple très simple, JD.com, donc le site en Chine de e-commerce, a publié de très bons résultats alors que la Chine a repris une vie quasi normale. Ce qui signifie que les consommateurs maintenant passent beaucoup plus par le e-commerce que par le centre commercial classique. Donc voilà, pareil sur le télétravail. Est-ce qu'une boîte comme IWG en Grande-Bretagne n'est pas intéressante? C'est l'équivalent de WeWork, mais qui sort de l'argent. Un WeWork qui marche. Voilà, un WeWork qui marche. Donc, voilà, est-ce que IWG n'est pas une boîte intéressante? Est-ce qu'on ne va pas changer notre fonctionnement? Même à la marge, ça va amener de fortes croissances pour ces entreprises. Je lisais, c'était il y a 15 jours, je crois, l'interview du patron de AB InBev, donc le plus gros brasseur du monde. C'est une très belle opportunité, ça. Alors, tiens, vous allez me dire pourquoi. Et j'ai été frappé parce qu'il faisait de la prospective justement sur les changements de comportement de ses consommateurs, donc les buveurs de bière, comme il les appelle. Et alors, peut-être qu'il faut acheter AB InBev, ça vous nous direz pourquoi. Mais il dit, évidemment, et on le voit en Chine, beaucoup de consommations sont faites en ligne, c'est-à-dire on commande en ligne à la maison, et je crois que c'est Uber, si je dis pas de bêtises, qui vient d'investir, je crois, dans une petite société qui fait justement de la livraison d'alcool à domicile. Et c'est vrai qu'on voit ce genre de business augmenter aujourd'hui. Il est convaincu que ça va rester. C'est-à-dire, même demain, quand les restos, les bars auront rouvert, la maison va rester quand même une espèce de bulle sanitaire, et que la consommation d'alcool, de bière en l'occurrence, se fera encore en partie à la maison à travers la commande en ligne chez des acteurs, alors des Uber ou d'autres. Donc je ne sais pas comment on joue ce thème-là à travers le brasseur directement ou à travers des livreurs à domicile. Mais par exemple, il y a une corrélation. Alors, il y aura aussi l'effet sortie où les gens consommeront. Et puis, c'est paradoxal, ça paraît idiot, mais ça marche souvent. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des corrélations comme ça, mais lorsque finalement beaucoup de gens sont sur des chantiers, etc., la consommation de bière
monte aussi. Ouais. Donc une façon, on peut jouer avec CRH, mais on peut jouer aussi avec Heineken. Vous dites sur le fait, construction et Heineken, ça va au ensemble. deuxième degré, on peut faire CRH au premier temps et Heineken dans un second temps. Ouais. Donc c'est ça le paradoxe aussi. Oui, oui. Donc je pense que par rapport au secteur défensif, nous on pensait que finalement qu'il y avait croissance, il y aurait la rotation cyclique et on finirait que ça serait la fin de la hausse quand le marché sera haut justement sur les secteurs défensifs. Et là on y est sensible parce que c'est vrai que Télécom ça interpelle un peu, on se demande pourquoi. Mais finalement les gens ramassent ce qui est un peu pas cher. Par contre sur des secteurs comme la boisson par exemple, ça c'est un secteur défensif qui semble intéressant justement à jouer maintenant, quoi. Ouais. Et donc ça permettra au marché action, si on a ce mouvement de rotation contre rotation, de En fait, rester à niveau c'est pour ça que d'un CAC, je ne sais pas, qui pourrait... Le record, j'ai revérifié, j'avais oublié, c'est 6944 points, je crois, c'était en 2000. Hein, c'est, le record du CAC, c'est 2000, hein, c'est pas 2007, CAC hors dividende. Oui, oui. Parce que et pendant ce dividende temps-là, investi, nos on est indices se sont un peu croissifiés, si je peux dire. Évidemment. Il y a plus de valeur de croissance dans L'Eurostock, nos c'est plus indices. croissant, Voilà, c'est plus tech oui. aujourd'hui que... Donc, alors après, le DAX va être possible. plus tech Oui, encore avec le demain 40, aussi. oui, avec le 40 aussi, oui. Donc, non, tout ça est assez paradoxal, mais c'est vrai que la surexposition, c'est le pendant de la baisse qu'il y avait eu. C'est one way, quoi, et donc c'est vrai que c'est difficile de jouer des corrections. Et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas des CEO là, on est resté aussi positionné surexposé. Ouais. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette discussion de marché pendant une quarantaine de minutes chaque soir. Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart avec ce soir Jean-Jacques Friedman, directeur des investissements de Natixis Wealth Management, et Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque vendredi soir, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est avec nous ce soir, le responsable des formations de Bourse Direct. Au tableau, Christian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Le prof Christian Sanson avec son paperboard. On parle avec vous aujourd'hui de ce que vous appelez la mécanique boursière, la dynamique entre les indices et les valeurs qui composent un indice. Voilà, parce qu'en fait, une valeur va varier en fonction de deux choses, ses propres caractéristiques, mais surtout en fonction du marché. Vous l'avez vu pendant le Covid, quand ça se casse la figure, il y a tout qui se casse la figure, même Hermès, LVMH et tout ça. Ouais. Et quand ça remonte, comme quand Pfizer a fait son annonce, il y a tout qui explose à la hausse, et c'est mathématique, c'est logique. Ouais, d'accord ? Tout le monde ne monte pas de la même manière, tout le monde ne baisse pas de la même manière. Non, justement, ça dépend un peu de la composition. C'est la leçon. Alors, déjà, il faut se rappeler un tout petit peu que les investisseurs institutionnels, quand ils veulent investir sur Paris, ils vont sur le futur CAC 40 parce que c'est tout simplement le marché à terme officiel, réglementé. Voilà, et contrôlé. Donc, le futur théorique, c'est tout simplement le CAC 40 cash. Donc, je vais vous réexpliquer un tout petit peu comment il est calculé. Capitalisé jusqu'à la fin du mois, puissance N sur 360, en sachant que la fin du mois, c'est toujours troisième vendredi du mois, moins les dividendes, puisque quand on achète un contrat, on n'a pas le droit de percevoir des dividendes. Le CAC 40 cash, qu'est-ce que c'est ? On l'a vu la dernière fois, c'est composé donc de 40 valeurs. J'ai fait un petit bête, voilà. Vous aviez votre Airbus, colle. etc., pour aller sur Vivendi et Worldline. Ouais. D'accord ? Je ne vais pas expliquer comment on fait le CAC, mais vous allez voir, on fait un raisonnement. C'était la leçon d'avant, donc c'est en inverse. Il faut regarder le replay, c'est tout. J'ai pris des cours dans la journée. Air Liquide, il valait 133, Airbus 98, là ça valait 27,60, et là ça valait 75,5. On a vu que chaque valeur a un poids dans l'indice, d'accord ? Le poids de la valeur d'un indice calculé par le flottant. Le poids notamment d'Air Liquide, c'est 4,55%. Ça, c'est 4,11%, etc. pour les valeurs. On arrive à 1,77% pour Vivendi et 1,30% pour la Worldline. Le futur, il cote en points. Un point, c'est 10 €. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul. Quand on est à 6 000 points, si un investisseur achète un contrat, il investit sur 60 000 €. On va faire le raisonnement inverse. Si je fais 60 000 € multiplié par le poids de la valeur, divisé par le cours de la valeur, ça me donne le nombre de titres qu'il y a dans un panier CAC 40.
D'accord. C'est-à-dire qu'un panier CAC 40 est composé de 20,54 Airbus, 25,18 Airbus, pardon, Air Liquide, etc. 38, bon je vais arrondir, Vivendi, et 10 Worldline. C'est-à-dire que chaque fois qu'on achète un contrat CAC 40, ou d'ailleurs quand vous achetez un produit ETF, certificat, vous êtes propriétaire. 20 actions Air Liquide, 25 Airbus. Voilà, c'est comme si vous aviez, etc. D'accord ? Donc ça, faut comprendre ça. Et d'ailleurs, j'écoutais bien sûr les émissions précédentes, mais quand il se passe quelque chose sur les bancaires, quand il se passe quelque chose sur le luxe, bien évidemment, ça va impacter le CAC 40 cash. Donc, ça va impacter le futur. Mais comme toute la spéculation internationale et les couvertures des portefeuilles se font sur le futur, quand il se passe quelque chose sur les marchés, c'est une égalité. Donc, bien évidemment, ça aura un impact sur mes valeurs. Bien sûr. Et bien sûr, sur les plus petites après. Je prends l'exemple de Pfizer. Quand Pfizer a sorti sa nouvelle à 12h20, 9 novembre. et que le soir, et le soir, on était à 8, il s'est fait 200 000, plus de 10 milliards, 200 000 contrats. Tout le monde voulait acheter du futur. Mais pour pouvoir acheter, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait ? Des vendeurs. Et bien voilà, quels sont les mecs qui sont assez idiots de vendre. Le 9 novembre dernier. Qui sont les personnes qui sont assez idiotes, excusez-moi, de vendre en sachant que ça explose à la hausse. Surtout, on annule tout et on attend. Et bien, il y en a qui le font. Pendant la descente du Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant 15 jours, on est passé de 6 000 à... Et là, c'était l'inverse. Tout le monde voulait vendre des futurs pour gagner à la baisse, etc., etc. Mais pour pouvoir vendre, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait ? Mais oui, des acheteurs. Et voilà. Et donc, quelles sont les personnes qui sont assez inintelligentes d'acheter en sachant très bien que ça se casse la figure ? C'est le couteau qui tombe. Voilà. Et quand ça montait, c'est pas avec un contrat ou deux contrats, comme si vous achetiez un contrat ou moi, parce qu'on peut le faire. Mais c'est 100, 200, 300, 1000, vous imaginez, 1000 multiplié par 6 000 points, multiplié par 10 €, et à la fin de l'année, tout un tas de volumes. Et bien, dans les banques, et dans certaines grandes sociétés de bourse, il y a ce qu'on appelle des arbitragistes. Des arbitragistes, en fait, dont le rôle, bien évidemment, c'est de faire de l'arbitrage. Et l'arbitrage, quand on fait de l'arbitrage, c'est qu'on achète quelque chose et on vend autre chose. D'accord ? En fait, ils assurent la liquidité. Vous avez déjà entendu parler des teneurs de liquidité sur les options. Il y a des teneurs de liquidité qu'on appelle arbitragistes sur les futurs. D'accord ? Et donc, chaque fois que les investisseurs, comme je prends Pfizer, veulent acheter des contrats, qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils vendent le futur. Ils vendent à découvert. Ils shortent le futur. En fait, c'est pas si simple que ça. Parce que, bon, je peux pas tout vous expliquer là. Non, mais... Mais du coup, ils vendent les futurs et en face, ils achètent l'équivalent sur les actions. Donc, à chaque fois qu'ils ont vendu des contrats, ils vont acheter 20 Air Liquide, 25 Airbus, blablabla. Ils ont vendu 100 contrats. Ils vont acheter 2054 Air Liquide. Ils couvrent leur position. En fait, ils jouent sur un écart. Un écart entre le futur qui est en train de coter et le futur théorique. Voilà, ça s'appelle la base. Bon, je ne peux pas trop expliquer là. Mais si vous voulez, la mécanique, elle vient de là. Donc déjà, quand les marchés montent, toutes les valeurs du CAC, sans exception, doivent monter parce que les arbitragistes, ils achètent. D'accord ? Voilà. Et quand ça se casse la figure, c'est l'inverse. Tout le monde veut vendre. Qu'est-ce qu'ils font du coup ? Ils achètent. Et s'ils achètent du futur, qu'est-ce qu'ils vont faire en face ? Ils vont vendre à découvert toutes les valeurs. Ça permet de comprendre ces effets moutonniers de marché qui sont... Il y en a qui parlent d'algorithmes de trading, il y en a qui parlent de tout. En fait, ce sont des arbitrages, et c'est pareil pour le DAX, c'est pareil pour le MIB 30, c'est pareil pour... Mais c'est clé, Christian, pour comprendre comment le marché fonctionne aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a 15 ou 20 ans, c'était la même chose, mais en tout cas, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. C'était pareil. Et c'est des effets très puissants, c'est ce qu'il faut comprendre. Une valeur varie en fonction de deux choses. C'est propre, je viens de le dire, caractéristique. Alors c'est vrai que quand il y a une nouvelle, ça peut altérer positivement, négativement. Il y a des modes, les taux remontent. Mais bon, du coup, on s'intéresse un peu plus aux bancaires, etc. Donc oui, mais l'effet, il est court. Parce qu'elle varie principalement avec le
marché. Et les gens, ils oublient ça. Ils oublient que les valeurs, elles font partie d'un marché. Et quand le marché explose, elles ne peuvent pas aller contre ça. J'appelle ça, moi, un tsunami haussier, un tsunami baissier. C'est une mécanique mathématique, tout simplement. D'accord ? Ça veut dire, c'est quand même... Oui, parce que, effectivement... quand tout monte, c'est ce que je disais en début de leçon avec vous, Christian, le 9 novembre, tout n'a pas monté de la même bannière. Les banques ont pris 20-30%, mais LVMH et Hermès, j'ai pas en tête leur performance le 9 novembre. Peut-être même que ces valeurs-là étaient négatives, j'en sais rien, le 9 novembre. Non, c'est impossible. Non, c'était impossible. Impossible. Après, il est vrai que dans certains cas, elles ne vont pas réagir normalement. Ouais. Elles ne vont pas réagir normalement. Mais ces deux cas, ce n'est pas compliqué, je vais vous les dire. C'est admettons, le marché explose à la hausse. Et la valeur ne veut pas monter. Il y a deux solutions. Il y a une mauvaise nouvelle. Ouais. Donc ça va une altérer une news spécifique sur la valeur. Et du coup, il y a des gens qui vont profiter de cet engouement de marché pour venir vendre en face les quantités qu'ils veulent. Parce que souvent, quand on veut vendre des grosses quantités, et bien évidemment, il faut qu'il y ait du gros volume. Le but, c'est pas de la mettre à zéro. C'est d'être cohérent. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est tout simplement parce qu'il y a une news. Mais il y a une deuxième. Imaginez qu'il y a une valeur, le marché monte, il n'y a pas de nouvelles, et elle ne veut pas monter. Alors qu'elle devrait. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Je sais pas. Eh bien, il y a un énorme vendeur. Il y a un gros vendeur aujourd'hui. Ouais. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un institutionnel. On s'aide des blocs. Il y a un institutionnel, il va en vendre 500 000 aujourd'hui. Il en a jusqu'à ce soir 17h30. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand le marché explose à la hausse, ne vous entêtez pas. Parce que quand on veut vendre 1, 2, 3% du capital... C'est quoi la leçon pour l'investisseur ou le trader ? C'est en fait... ça sert à rien de faire du stock picking. Mettez-vous dans le marché à la hausse ou à la baisse, mais achetez le marché plutôt que valeur par valeur. Quand je fais des cours sur le day trading, il faut aller quasiment sur toutes les valeurs qu'on veut, sauf celles sur lesquelles il y a des nouvelles, parce qu'elles ne vont pas réagir normalement. Si ça tourne le CAC, il va monter de 3% et elle ne va pas bouger. T'avais qu'à aller sur autre chose, parce que ça aurait accompagné n'importe. Et vous verrez, même Air Liquide, en intraday, tout ça, ça bouge vite. C'est une mécanique. On ne peut pas aller contre le marché. Bien sûr. D'accord ? Et inversement, quand le marché se casse la figure, il y a des valeurs qui ne vont pas baisser ou baisser un peu moins. Il y a deux raisons. Il y a une bonne nouvelle, ou alors il y a un gros acheteur. Et quand on veut rentrer dans le capital d'une entreprise et qu'on veut acheter, je sais pas moi, 5-6 millions, on ne va pas les acheter aujourd'hui, sinon on les met au ciel. On va en acheter 100 000 tous les jours. Bon, mais c'est clé pour le trend following. Pour ceux qui suivent la tendance de marché, c'est clé de comprendre ça. Il faut comprendre. On ne peut pas faire de trading sans avoir le CAC 40 sous les yeux. D'accord ? Parce que c'est le CAC qui donne le timing. Si on voit que le CAC monte, de toute façon, on ne pourra pas aller contre, c'est mécanique. Merci beaucoup, Christian. Merci pour cette leçon sur la mécanique boursière. Christian Sanson qui est avec nous aujourd'hui en plateau, responsable des formations chez Bourse Direct. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir. Très bon week-end. On se retrouve lundi 12h30 en direct, bien sûr, sur Bismart.